On va passer à la communication suivante. Le professeur Nobcourt du CHU Sud Réunion qui va justement nous parler des effets secondaires des statines, myalgie, diabète, autres. Vérité ou intox? Bonjour à tous, merci. Donc ça fait bien la transition. Donc vous êtes tous persuadés maintenant que le LDL cholestérol est l'ennemi numéro 1 à abattre et que les statines sont le traitement pour l'instant qu'on a à notre disposition pour le faire. Donc moi j'ai la difficile tâche de parler des effets secondaires. Donc en 12 minutes on ne va pas tous les lister. Donc on va surtout parler des myalgies, du diabète, des troubles cognitifs et la surutilisation. Alors, est-ce que les statines entraînent un surrisque de myopathie? C'était la question qu'on a eue tout à l'heure, info, intox. En tout cas, les symptômes musculaires, c'est le premier effet secondaire qui sont rapportés par les patients. Dans les méta-analyses justement qu'a cité Gilles, avec les études sur les statines, c'est 5 à 25% des patients. Donc on n'a pas forcément d'élévation des CPK. Je vous rappelle, dans les recommandations, on ne fait pas systématiquement de dosage des CPK chez tous les patients qu'on met sous statine. On les dose dans les populations à risque et on les dose chez les patients qui sont symptomatiques. Donc les myopathies, les myosites dont vous parliez, les douleurs musculaires avec des CPK élevés, jusqu'à 10 fois la normale, c'est un patient pour 10 000 traités par an dans les méta-analyses. Donc oui, c'est réel. Les rhabdomyolyses, c'est rare, mais ça existe, 2 à 3 patients pour 100 000 patients traités par an. Alors, les situations les plus à risque de myosite, je n'ai pas listé les traitements, mais en tout cas, il y a des situations comme l'insuffisance rénale ou hépatique, les antécédents d'intolérance musculaire aux hypolipémiants, les myopathies, des CPK déjà supérieurs à 3 fois la normale avant le traitement, l'hypothyroïdie, les sujets âgés, asiatiques et la consommation d'alcool. Donc c'est compliqué, les myosites, comme vous l'avez vu, parce que les patients se plaignent de symptômes musculaires, on n'a pas forcément d'élévation des CPK. Donc j'avais envie de vous rapporter les résultats de l'étude GHOST-3 parce que je la trouve assez amusante. Donc c'est une étude qui a voulu tester l'effet des anti-PCSK9 chez les patients qui étaient dits intolérants aux statines. Donc ils ont sélectionné des patients intolérants aux statines sur les douleurs musculaires avec ou sans élévation des CPK. Et donc chez ces patients, avant de les mettre sous anti-PCSK9, il y a eu 2 périodes. Une première période où ils étaient mis sous atorvastatine 20 mg à petite dose et une deuxième période suivie après 2 semaines de washout par un placebo. Et l'autre groupe, placebo, puis après washout atorvastatine. Et donc, dans cette étude, pendant cette période, vous avez bien, donc chez des patients qui étaient intolérants aux statines, donc il y a 42% des patients qui ont bien stoppé l'atorvastatine parce qu'ils ont eu des douleurs musculaires sous atorvastatine et pas sous placebo. Mais il y a quand même eu 27% des patients qui ont rapporté des douleurs sous placebo et qui ont arrêté le placebo et pas l'atorvastatine. Et donc les autres qui ont eu des douleurs sous les deux. Donc les douleurs, c'est compliqué, mais c'est vrai qu'un patient qui a des douleurs musculaires, avec ou sans élévation des CPK, il ne prendra pas le traitement. Et c'est vrai que c'est quand même important de pouvoir avoir des arguments, surtout chez des patients en prévention secondaire, pour les aider à baisser ces taux de LDL cholestérol. Donc on a des guidelines pour répondre à la question qu'on a eue tout à l'heure. Je suis désolée, c'est un peu petit, mais vous avez la référence, c'est les guidelines européens de 2016. Et donc là, il vous dit, chez un patient qui se plaint de douleurs musculaires sous statine, soit le patient a des taux de CPK inférieurs à 4 fois la normale, donc on arrête la statine pendant 3 à 4 semaines. Si les symptômes persistent, c'est suspect. Normalement, c'est dépendant quand même les symptômes de la prise de statine et de la dose. Donc si les symptômes persistent alors que le patient a arrêté la statine depuis 3 à 4 semaines, on peut se poser la question d'incrimination de la statine dans ces douleurs. Par contre, si les symptômes s'améliorent, effectivement, il y a peut-être une mauvaise tolérance aux statines. Donc là, dans ces conditions, vous essayez de retester une autre statine, une statine à plus petite dose. On peut même espacer chez certains patients, on donne des statines 3 fois par semaine, par exemple, en essayant de trouver la plus petite dose efficace. Et donc là, si on n'obtient toujours pas les niveaux de LDL cholestérol souhaités, comme l'a dit Gilles, on a d'autres alternatives, et notamment les étimibes. Chez les patients qui ont des CPK à 4 fois la limite supérieure de la normale, dans ces conditions, il y a une myosite, donc il faut une période de washout plus importante. On peut essayer de retester différentes statines, parce que ce n'est pas systématique avec toutes les statines, mais par contre, il faudra être très précautionneux, bien surveiller les CPK, et puis si l'élévation des CPK revient, il faudra trouver une autre molécule. Donc oui, les statines entraînent un surrisque de myopathie. Alors en ce qui concerne le diabète, là c'est vraiment mon domaine,
Donc, est-ce que les statines entraînent un surrisque de diabète? Les méta-analyses nous disent que oui, et c'est un effet qui est dose-dépendant, un surrisque de 12% en moyenne pour les patients traités par statine. Alors, c'est un effet dose-dépendant, mais par contre, vous avez un nouveau cas de diabète pour 3,25 événements cardiovasculaires évités chez les patients que vous traitez par statine. Donc oui, le diabète, c'est un facteur de risque cardiovasculaire, c'est vrai, mais quand on regarde la balance bénéfice-risque entre prendre la statine pour éviter un événement cardiovasculaire et avoir un nouveau cas de diabète, les recommandations ont tranché, ça ne doit pas limiter la prescription de statine, mais par contre, il faut surveiller chez les patients prédisposés la glycémie et la traiter en fonction. Alors pourquoi? C'est un petit peu compliqué, mais avec Gilles, effectivement, c'est quelque chose qu'on essaye de comprendre. Vous savez que la cellule bêta, c'est une cellule qui est bourrée de granules, bourrée d'insuline, et donc ça, c'est de la membrane, et la membrane, pour être fluide, a besoin de cholestérol. En plus, l'endroit où vont s'accoler les granules d'insuline sont aussi des radeaux riches en cholestérol, et donc si vous changez la synthèse endogène de cholestérol au sein de votre cellule bêta, vous pouvez modifier cette machinerie et entraîner une moins bonne sécrétion d'insuline. En plus, comme l'a bien signalé Gilles, quand vous baissez la synthèse endogène de cholestérol, vous augmentez l'apport exogène de cholestérol via les LDL. Et si ces LDL ont traîné un peu longtemps dans le plasma, sont un peu modifiés, dans ces conditions, peut-être qu'ils vont rapporter en plus du cholestérol d'autres produits qui peuvent être toxiques pour la cellule, et notamment pour la cellule bêta qui est très sensible au stress oxydant et entraîner une dysfonction par ce biais. Et puis dans les méta-analyses, on retrouve une petite prise de poids supplémentaire. Alors c'est 1/3 de kilo sur 4 ans. Alors, je ne sais pas si c'est significatif, mais en tout cas dans le diabète de type 2, oui, la prise de poids est un facteur de risque d'élever sa glycémie. Donc par ce biais-là, peut-être que ça peut jouer un petit peu. Donc en tout cas dans les études, oui, les statines entraînent un surrisque de diabète, donc à surveiller. Alors, il y a eu aussi, il y a quelques années, un buzz autour des troubles cognitifs et perte de mémoire sous statine, si bien que la FDA a modifié les RCP pour les statines. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? En tout cas, je ne vais pas vous rapporter toutes les études qui ont été faites depuis, parce qu'il y a eu beaucoup de méta-analyses, il y a eu des études spécifiquement dédiées, designées pour ça. Donc ça, c'est une étude qui est publiée très récemment chez des patients qui avaient des troubles cognitifs modérés, et dont ils ont suivi ces patients pendant un an, et ils ont regardé la modification des troubles cognitifs par différents tests que vous pouvez voir entre les patients traités par statine et les patients qui ne sont pas traités par statine. Et ce qu'on voit, c'est que globalement, les patients traités par statine, ils ont plutôt des troubles cognitifs qui s'aggravent plus modérément que ceux qui n'ont pas de statine. Donc, en tout cas, le résultat de toutes les études que j'ai pu lire là-dessus, c'est que non, les statines n'entraînent pas de troubles cognitifs et perte de mémoire. Il y aurait même plutôt un facteur favorable d'être sous statine pour les troubles cognitifs et de la mémoire, mais la dyslipidémie, l'hypercholestérolémie, c'est un facteur de risque d'aggraver le déclin cognitif. Donc, on peut bien comprendre que les facteurs qui jouent dessus sont aussi des facteurs favorables. Alors, en ce qui concerne la surutilisation, c'est un peu plus compliqué de trouver des études pertinentes. Donc, je vais vous donner des études locales. Donc, en tout cas, encore une fois, en 2010, il y a eu le buzz en France lancé par l'HAS sur les médicaments qui étaient trop prescrits. Et comme vous pouvez voir en petit 2, les statines donc, étaient a priori mal prescrits en prévention primaire, et en prévention secondaire, ce n'étaient pas les statines recommandées par l'HAS qui étaient prescrits en première intention. Donc, on a depuis des guidelines européens et français, puisque depuis que l'AFSAPS avait enlevé les recommandations pour la prise en charge des dyslipidémies, on était orphelin de recommandations françaises. Depuis février 2017, on a des recommandations françaises sur la prise en charge de la dyslipidémie, donc qui nous indiquent les taux cibles de LDL cholestérol à obtenir en prévention primaire et secondaire. Et la première étape chez les patients, c'est déjà d'évaluer leur risque cardiovasculaire global. Donc, pour ça, on utilise l'outil SCORE, sauf chez les patients diabétiques. Et donc, en fonction du score, vous pouvez classer vos patients en risque faible, modéré, élevé ou très élevé. Et en parallèle, vous avez, pour des patients à risque faible, une cible de LDL cholestérol à obtenir à 1,9 g par litre, modéré à 1,3 g par litre, élevé à 1 g par litre et très élevé, très haut risque, 0,7 g par litre. Pour les patients diabétiques, c'est un peu différent. Donc, vous voyez que nos patients diabétiques, ils sont déjà tous
Type 1 comme type 2 à risque modéré. Donc c'est vrai que nous, en diabéto, ça nous pose un peu de soucis pour les types 1. Quand on a un type 1 qui est diabétique à l'âge de 2 ans et qu'à 20 ans, il a un LDL cholestérol à 1,3 ou 1,6, on peut se poser des questions. En tout cas, pour la majorité des patients diabétiques de type 2, ça marche bien. Donc vous êtes en risque modéré quand vous avez un diabète et que vous êtes âgé de moins de 40 ans sans facteur de risque, sans atteinte d'organes. Vous êtes à risque élevé dès que vous êtes diabétique et plus de 40 ans, donc ça veut dire une grosse majorité de nos patients, ou moins de 40 ans avec atteinte d'organes cibles ou facteur de risque cardiovasculaire, et très haut risque diabète de plus de 40 ans avec atteinte d'organes cibles, facteur de risque cardiovasculaire ou prévention secondaire, donc autant dire à La Réunion la majorité de nos patients diabétiques. Donc, en fonction du niveau de risque cardiovasculaire, donc, vous avez des recommandations pour la prise en charge du LDL cholestérol. Donc, mesures hygiéno-diététiques puis statine quand vous êtes à risque faible à modéré avec un LDL cholestérol supérieur à l'objectif, qui est d'1,9 ou d'1,3. Quand vous êtes à risque élevé ou très élevé, donc, et que vous avez un LDL cholestérol supérieur à l'objectif, donc 1 g ou 0,7 g par litre, c'est les mesures hygiéno-diététiques plus la statine d'emblée. Alors, est-ce qu'à La Réunion, c'est bien respecté? Donc, il y a une petite étude qu'on a fait avec Oriane Bofanti, qui était interne dans le service, et Maxime Cournot. Et donc, on a regardé tous les patients hospitalisés au CHU de La Réunion pour infarctus du myocarde. Et donc, dans ces patients-là, il y avait 374 patients diabétiques de type 2. Et donc, on a regardé s'ils étaient bien dans les objectifs de LDL cholestérol. Et comme vous pouvez voir, il n'y avait que 43% de ces patients qui ont été hospitalisés pour infarctus et diabétiques dans les objectifs. Donc, à mon avis, la surutilisation des statines en prévention primaire peut-être, mais en tout cas, il y a encore beaucoup de patients qui ne sont pas à l'objectif. Alors, parmi les autres effets, oui, il y a un surrisque d'AVC hémorragique avec les statines qui ressort dans les méta-analyses et qui a été considéré comme significatif. Les hépatites médicamenteuses, les troubles de la vision, les neuropathies, c'est plus complexe. Donc, le take-home message, alors parmi les effets secondaires qu'on attribue réellement aux statines, il y a effectivement les myopathies, le surrisque de diabète de type 2 et d'AVC hémorragique. Les troubles cognitifs et de la mémoire, ça ne semble pas être un effet secondaire des statines. Et donc nous avons des recommandations françaises qui fixent les modalités de prescription des statines ainsi que les objectifs de LDL cholestérol à atteindre. Et on a encore beaucoup de patients, malgré ça, qui ne sont pas à l'objectif. Merci beaucoup de cet exposé très très clair. Est-ce que vous avez des questions dans le public? J'ai une question sur le coenzyme Q10, mais peut-être qu'on peut en discuter, sauf si vous avez quelque chose de spécifique à dire sur le coenzyme Q10. Autrement, on peut faire une discussion commune à la fin avec les biologistes. En tout cas, il semblerait que le coenzyme Q10 soit impliqué dans les myosites, effectivement, mais par contre, dans les recommandations, il ne recommande pas de supplémenter pour pouvoir agir sur les myopathies. A priori, dans les études, ça ne fonctionne pas. Très bien. Mais c'est plus compliqué que juste le coenzyme Q10. J'ai essayé justement, je me suis dit, on va me poser une question sur la physiopathe des myopathies. Donc, mais vraiment, il y a beaucoup de voies qui sont impliquées et c'est vrai qu'ils n'arrivent pas à en faire sortir une. C'est plutôt un ensemble de modifications et donc pas de cible particulière sur laquelle on pourrait agir. 2 questions au premier rang. Oui, merci pour cet exposé très clair. Dites-moi, on a l'impression que certains médicaments, certaines statines sont mieux tolérées que d'autres. Alors, est-ce que c'est subjectif, objectif? Et quand on change de statine à nos patients athéromateux, ils supportent mieux certaines statines que d'autres. Quel est votre Non, c'est objectif. Déjà, il y a des statines qui sont liposolubles et d'autres qui sont hydrosolubles. Donc, elles n'ont pas tout à fait la même biodisponibilité, la même action, la même dispersion. Donc, on a aussi des statines qui sont plus ou moins efficaces. C'est vrai que la torvastatine, comme la signaligil, elles sont assez efficaces. Vous prenez la fluvastatine, qui est hydrosoluble, elle est un peu moins efficace. Et justement, par le fait aussi qu'elle soit hydrosoluble, elle est un peu mieux tolérée. Et c'est pour ça aussi qu'il faut favoriser les statines hydrosolubles parce qu'elles n'interfèrent pas avec les cytochromes hépatiques chez les patients qui prennent les antirétroviraux. C'est un petit peu moins vrai avec les nouveaux, mais c'est vrai avec les anciens. Et surtout les nouvelles chimiothérapies anticancéreuses, les inhibiteurs des tyrosine kinase ou de mTOR, là on sait vraiment qu'on a une interaction au niveau des cytochromes. Donc, quelle est la statine que vous préconisez?
Est-ce que vous pouvez le dire? Alors, donc, en tout cas, dans les recommandations, c'est simvastatine ou atorvastatine et vous choisissez la dose selon la diminution de LDL cholestérol que vous souhaitez. Si vous voulez une diminution du LDL cholestérol supérieure à 50%, il faut directement aller sur de l'atorvastatine 40 mg. Si vous souhaitez une diminution de 20%, on peut commencer avec de la simvastatine 20 mg. Donc, et après, on gère en fonction de la tolérance du patient. Une autre question, peut-être, dernière question? Vous n'avez pas l'impression que, Marque celle-là. surtout avec les recommandations américaines, qu'on va de plus en plus dans une espèce d'escalade dans la réduction du taux de LDL cholestérol à atteindre. Chaque année, on descend de 1 point, demi-point, demi-point. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'escalade vers le... sans qu'il y ait plus d'événements cardiovasculaires, quoi. Avant, c'était à 9, maintenant c'est à 4, maintenant c'est à 3. Puis ensuite, on dit en dessous de 1. Vous n'avez pas l'impression? Alors bien sûr qu'il y a une escalade, mais cette escalade, elle est due aux études qu'on a avec les nouvelles molécules dans le traitement de la dyslipidémie qu'a montré Gilles. Et c'est vrai qu'avec les étimibes notamment, on descend encore plus bas qu'avec les études avec les statines. Et même en baissant, en ayant un groupe contrôle à 0,70 et un groupe traité à 0,50, on arrive encore à avoir un bénéfice sur les événements cardiovasculaires. Donc c'est sûr que les recommandations, et quand elles sont bien faites, c'est elles prennent toutes les études sur le sujet et effectivement, elles fixent les niveaux en fonction des preuves amenées par les études.